domicile que par Skype s'adresse à toutes sortes de publics, y compris donc le niveau débutant, le niveau intermédiaire et le niveau expérimenté. Donc la vidéo va commencer avec le niveau débutant qu'on va aborder tout de suite. Après un clin d'œil à mon premier débutant, alors avant d'entamer des positions concrètes en guise d'exemple et d'échantillon, je voudrais préciser déjà deux choses. C'est que d'une part pour moi c'est très stimulant de travailler avec des débutants. Je suis actuellement un jeune élève, très jeune même puisqu'il a à peine 5 ans, un jeune élève russe qui est très motivé par le jeu d'échecs et je le vois progresser de semaine en semaine. Il m'a déjà déclaré qu'il devait devenir champion et me battre, donc le sujet est très intéressant et très ambitieux. Par ailleurs, je trouve que toutes les fonctionnalités qui sont offertes aussi bien par Skype avec le partage d'écran que par les outils de présentation assistés par ordinateur, notamment PowerPoint et toutes les qualités visuelles et interactives des logiciels d'échecs, font que tout cet environnement informatique est vraiment spécifiquement adapté, je trouve, au niveau débutant. Alors pour faire un survol très succinct des différentes possibilités visuelles et techniques dont nous disposerions dans nos séances Skype débutants, voilà un diagramme sur lequel on peut donc expliquer chaque mouvement de pièce. Donc je ne vais pas ici développer toutes les règles du jeu d'échecs, mais une présentation visuelle du déplacement des pièces. Donc voici, on va s'intéresser au roi qui se trouve sur la case F2 et indiquer ici ses mouvements possibles. Donc le roi, comme on le voit, peut en fait se déplacer sur toutes les cases qui lui sont jointives et autorisées. Donc comme je ne parle pas du règlement, je ne rentrerai peut-être pas plus dans les détails, mais disons que le roi ne peut accéder à la case G1 puisqu'elle est occupée par une pièce de son propre camp et ne peut accéder non plus aux cases G2 et F3 qui sont sous le contrôle de la dame adverse, du rayon d'action de la dame adverse. Alors si on s'intéresse par exemple au mouvement du fou, le fou n'agit que en diagonale et ne va que sur les couleurs de sa case d'origine. Donc voici le fou par exemple situé dans la case G4. On pourrait illustrer ici ces mouvements possibles avec les flèches qui matérialisent les diagonales sur lesquelles peut se déplacer le fou. Le cavalier qui heurte souvent les débutants puisqu'il a un mouvement un peu plus compliqué. En réalité, je vais essayer d'aborder les choses de façon un peu différente de ce qu'on trouve dans les manuels classiques. Considérons toutes les cases jointives autour du cavalier. On s'intéresse au cavalier qui est situé sur la case D7. Eh bien, pour commencer, le cavalier ne peut accéder à aucune de ces cases. Il faut aller sur un rayon plus important et savoir que les cases destinatrices qui sont autorisées pour le cavalier issues de la case D7, donc sur une case blanche, sont des cases de couleur opposée. À chaque mouvement, le cavalier va sur une case de couleur opposée à la couleur de sa case initiale. Donc voici les cases accessibles par le cavalier qui se trouve sur la case D7. Alors je voulais ajouter cet extrait de vidéo à l'attention des débutants qui jouent encore des coups impossibles. Eh bien, rassurez-vous, cela peut arriver à très haut niveau. C'est voilà une partie donc, qui m'a été communiquée par Christophe, et je le remercie au passage. Il faut dire que c'est quand même assez exceptionnel de voir à ce niveau deux coups consécutifs impossibles. Donc je vous passe la suite de la vidéo qui est en arrêt sur image. Et il s'agit d'une partie dans le championnat du monde de Blitz 2017 entre Magnus Carlsen, le champion du monde en titre quand même, et Ernesto Inarkiev, Elo 2614. Donc à ce stade-là, voilà la suite de la partie. Alors c'est vraiment extraordinaire et rarissime. Donc merci à Christophe pour m'avoir envoyé cette vidéo. Vous voyez que tout de suite derrière ces coups va arriver quelque chose de tragicomique. Je vous laisse découvrir. Alors vous avez des commentaires en direct par les chroniqueurs américains ou anglais, je ne sais pas. Donc suivez bien la séquence qui vient. Tour échec, réponse échec. Magnus Carlsen laisse passer, joue un coup droit, on se retrouve avec deux coups impossibles consécutifs. Donc vous voyez que ça peut arriver à très haut niveau.
et que ça nécessite l'intervention de l'arbitre pour trancher ce qui pourrait bien devenir un litige entre les deux joueurs. Et apparemment, j'ai dû le découvrir avec des explications qui sont faites. C'est finalement le dernier coup impossible qui paye le fort prix. Et c'est Magnus Carlsen qui doit perdre cette partie. Alors, concernant Christophe Bouton, je voudrais ajouter que c'est vraiment la personne qui m'a remis le pied à l'étrier des échecs, puisque je naviguais tout à fait par hasard sur Google vers novembre 2016 et à la recherche de ce qui se passait pour d'anciennes connaissances. Et j'ai découvert tristement que un certain Yokos venait de décéder. Yokos qui était vraiment non seulement un très fort joueur aux échecs, mais surtout reconnu dans l'univers scientifique, hein, et donc il a quand même été non seulement à l'Académie des sciences, je dois dire qu'il a eu plusieurs prix, notamment une médaille d'argent puis d'or aux Olympiades internationales en mathématiques, et qu'il a enseigné au Collège de France. Donc vraiment un garçon à la fois très humble et très savant. Et donc de proche en proche, je me suis retrouvé sur le site Échec 64, sur lequel j'ai découvert, et j'ai déposé d'ailleurs, à l'annonce de cette information, un commentaire, qui je crois est toujours actif sur le site. Et j'ai laissé le commentaire suivant ici qu'on voit très mal, puisqu'en fait toute la bande du site est barrée par une colonne tweet. Donc en réalité, voilà l'hommage que j'ai laissé en fait à Yokos en apprenant son décès. Et c'est vraiment tout à fait par hasard, parce que je n'avais pas du tout l'intention de revenir dans la communauté des joueurs d'échecs. D'ailleurs, je le dis même assez clairement, de façon explicite dans ce commentaire. Et de fil en aiguille, j'ai été approché un peu plus par Christophe Bouton, qui m'a vraiment redonné du plaisir et des sensations dans le jeu d'échecs. Et je suis arrivé là juste à la période, en fait, où commençait le championnat du monde 2016 entre Carlsen et Karyakin, avec le plaisir de redécouvrir le nouvel environnement échiquéen, avec notamment sur le site Chessbomb la possibilité de suivre en direct les parties. Et là, ça a été vraiment le déclic et la remise en selle. Et le retour d'une passion tout à fait somnolente pour le jeu d'échecs. Donc un grand merci à Christophe dans ce passage, puisque quoi qu'il arrive par la suite, il aura été une pièce maîtresse décisive dans mon retour à la passion du jeu d'échecs. Pour clore cette partie dédiée aux débutants et en guise d'entracte à cette longue vidéo échiquéenne, permettez-moi cet hommage surréaliste aux débutants. Tous ceux-là qui ne sont pas assez bien nés, pas assez bien lotis par la vie, pas assez réseautés dans leur trajectoire plus ou moins solitaire, ne sont-ils pas, par le caractère rendu de fait si aléatoire de leur vie, et par voie de conséquences inéluctables, dans la constante obligation de sans cesse lutter et buter? Ceux-là ne sont-ils pas alors d'éternels débutants? Alors dans nos séances Skype, on abordera le thème comment anéantir une défense adverse. Pour cela, on s'aidera de positions concrètes qu'on examinera ensemble avec une évaluation tactique de la position. Voilà un exemple où on voit clairement un roi noir isolé et une suprématie matérielle des blancs sur l'aile roi tout à fait manifeste, donc avec la présence d'un fou, d'un cavalier et d'une dame qui sont concentrés sur l'aile roi adverse. Donc déjà, cette situation initiale prédispose à la recherche de combinaisons pour trouver rapidement un éclatement, un anéantissement de la défense adverse. Il y a ici un point névralgique qui est le pion F7, qui n'est défendu que par le roi. Le roi lui-même est sous le feu d'une diagonale active du fou blanc situé en C4. Bon, le fou noir en H10 contrôle les cases noires. On a déjà par expérience l'idée qu'ici il y a une combinaison. Alors je vais la faire pour vous à partir de cette situation initiale
Et avec l'expérience, vous le trouverez aussi rapidement, si ce n'est plus rapidement que moi. Donc ici, vous voyez que Dame prend F7 échec emmène une combinaison forcée. Roi prend F7, hein, parce que si le roi vient se mettre en H8, on fait Dame G7 mat. Et là, vous voyez que le pion E6, qui est doublement contrôlé par le fou et par la tour, va être l'objet d'une prise pour un échec et mat. Le roi n'a aucune case pour s'échapper. Examinons une deuxième situation. Alors, essayons d'évaluer cette position. Là encore, les noirs n'ont pas roqué. On a une concentration de 4 pièces blanches sur le plein milieu de l'échiquier, donc vraiment en position d'attaque aussi. Alors que du côté noir, il y a un sous-développement, on a encore 3 pièces mineures sur leur case d'origine, et on a simplement une dame et un cavalier en défense. Donc déjà, cela augure d'une possibilité d'une combinaison, dans le sens où il y a une suprématie matérielle des blancs, il y a donc une plus grande possibilité de combinaison tactique et technique. Alors ça ne dit pas qu'il y a forcément un gain immédiat, mais une fois qu'on a déjà cette première évaluation, on va chercher la combinaison rapide et directe qui frappe sur le point névralgique du camp noir. Alors ici, c'est très rapide en fait, un tour prend aussi échec, on mène une combinaison forcée, on reprend la tour, et on voit bien que cette diagonale des cases blanches noires est tout à fait affaiblie. Ici, fou G6, échec et mat, puisque toutes les cases noires sont contrôlées sur cette diagonale par le fou blanc, et ici, les deux cases F8 et F7 sont contrôlées par le rayonnement vertical de la dame. Alors faisons un troisième exemple, là il s'agit juste d'un échantillon de présentation. Je vais voir avec vous en direct cet exemple. Donc on voit un roi blanc ici tout à fait enfermé par ses pions et sa tour. On voit que la dame noire a un contrôle et un rayon d'action important sur toute la diagonale qui va de G1 à A7. Voilà les premières observations en direct. Et puis un cavalier noir, qui ici en G4 contrôle la case F2, en tout cas ne la contrôle pas directement, mais immobilise le cavalier blanc, puisque là il y aurait, sans la présence de ce cavalier blanc, un échec et mat direct ou une fourchette attaquant la dame. Donc voilà un petit peu la situation initiale, quelques diagnostics rapides de la situation initiale. Donc le roi étant enfermé, on peut chercher une combinaison qui va d'abord commencer par dame prend G1 échec, roi prend. Alors si cavalier prend, justement on venait de le dire dans la remarque précédente, le cavalier abandonne son poste de défense de la case F2, et dans ce cas-là, le roi étant en H1 et la tour en G1, on continuerait avec un cavalier F2 échec et mat. Donc obligé de reprendre du roi. Mais même si le roi se rapproche en la case G1, il n'a toujours pas cette case d'échappatoire en F2. Donc ici, la séquence naturelle, c'est l'échec. Alors évidemment, les blancs ont encore un coup pour reculer le mat, mais enfin, ils vont mettre leur dame en E1, ils vont la donner, et on va faire tour prend dame, échec et mat. Alors toujours sur le thème comment neutraliser ou anéantir une défense adverse, j'ai pris cet exemple pour illustrer ce thème. En fait, il s'agit d'une partie de notre numéro 1 français Maxime Vachier-Lagrave contre le grand maître international russe Nepomniachtchi, et cela dans la 9e ronde de la Sinquefield Coupe 2017, qui est un des plus grands tournois du circuit dans le monde, équivalent d'un tournoi du Grand Chelem au tennis. Donc cette victoire d'ailleurs du français Maxime Vachier-Lagrave à la première place lui a permis de se hisser au rang de numéro 2 mondial, donc c'est quand même pas rien. Et je dirais qu'ici, il y a un coup décisif dans cette position qui montre comment, justement, avec un petit coup de pion, on peut faire basculer une position qui est déjà à l'avantage blanc, avec un contrôle d'espace et un contrôle des cases blanches déjà important ici. Alors, dans cette position, Maxime Vachier-Lagrave va jouer C4, C5, avec plusieurs intérêts. L'intérêt, c'est
aussi bien de dégager la case C4 pour y placer la dame et agir sur la diagonale A2 G8. C'est aussi de faire une pression sur la case D6 et éventuellement de prendre le contrôle de la colonne D. Alors, Néplomachtier a répondu D prend C, et le coup intermédiaire Dame C4 beaucoup plus fort que la reprise du pion, puisqu'il concrétise les menaces potentielles, et notamment une menace directe immédiate et le coup tour E6, qui cloue la tour D6, pardon, qui cloue la tour E6. Alors, pour parer à cette menace, Néplomachtier répond par Dame F7. Ici, on va faire tour prend C5 avec un enchaînement très logique qui maintient la pression sur la position noire et qui augmente même les possibilités, puisque ici on ouvre la colonne C et on menace clairement tour C8 échec. H6 pour donner un peu d'oxygène au roi noir et justement empêcher un mat du couloir en lui libérant la case H7. L'avantage de H6 est aussi de soutenir le fou G5 qui est un petit peu en l'air sans défense. Donc, on enchaîne avec une série de coups très logiques, un tour C8 échec, obligeant le roi à monter en H7. Ici, on consolide la position blanche à la fois en défendant le pion H5 et le cavalier F5, c'est-à-dire que la situation des noirs est complètement paralysée, il n'y a aucun contre-jeu possible, et le potentiel de coups du côté blanc reste tout à fait d'actualité, sachant qu'en fait même on augmente à chaque coup des possibilités nouvelles, hein, comme ici la possibilité de prendre le contrôle de la colonne D en jouant Dame D4. Tour E7 donc pour anticiper et empêcher tour C7 et surcontrôler la case G7 et la tour B7, hein, donc évidemment Néplomachtier se replie réellement sur la ligne 7. Dame D4 justement avec un changement de contrôle de case. Ici, la Dame D4 exerce à la fois une pression sur le pion G7, mais aussi menace de concrétiser l'entrée sur la ligne 8 avec Dame D8, menaçant clairement Dame H8 échec et mat. Tour E6 empêchant Dame D8, qui est sous le contrôle du fou G5. Dame D5 réitérant un pseudo-clouage de la tour E6, apportant des complications tactiques et menaçant éventuellement aussi l'entrée du cavalier sur la case D4. G6 pour essayer de libérer le roi et de simplifier la position par des échanges, mais c'est un peu tard et le roi se trouve surtout très exposé. Ici, un petit coup intermédiaire qu'on appellera pour les débutants ou les joueurs de niveau intermédiaire un coup de déviation. Hein. Ce coup de tour F8 dévie la dame F7 de sa défense de la tour E6. Dame prend tour E6 échec, et là, Néplomachtier va jouer abandon. Il va abandonner ici, puisque en fait, soit les noirs jouent Dame F6, et donc les blancs jouent Dame G8 échec, suivi de Dame G7, puis Dame prend G7 échec et mat. Soit le fou vient en F6, et là, les blancs continuent par Dame prend E4, menaçant une découverte du cavalier, avec un pion de plus et une suprématie sur les cases blanches et un roi noir complètement exposé, il est certain qu'à ce niveau de jeu, on abandonne. Donc ici, Néplomachtier abandonne et va chez la grave, concluant cette victoire, va remporter donc la Sinquefield Cup 2017 grâce à cette partie. Alors dans les séances Skype s'adressant à un niveau intermédiaire, on pourra par exemple aussi parcourir le thème comment attaquer un défenseur. Donc à l'aide d'illustrations ici, je vais montrer quelques exemples pour voir en quoi ça peut consister. Donc ici dans ce thème, il s'agit d'une séquence beaucoup plus directe. En fait on se retrouve dans un diagramme où clairement il y a une stratégie à mener pour quelque chose de vraiment décisif, et il y a simplement un défenseur qui empêche de réaliser cette stratégie. Ici, clairement, on voudrait enfermer le roi dans un mat par un tour ou un échec,
il y a une seule pièce blanche adverse qui s'y oppose, c'est la tour en D1. Oui, mais cette tour en D1 étant en prise, on peut tout de suite envisager une séquence de 2 coups avec dame prend tour, le seul défenseur actif, fou prend tour, et là on réalise en 2 coups l'échec et mat. Donc l'idée, on va reprendre un autre diagramme. Alors, je le découvre en même temps que vous. C'est au noir de jouer. Oui, voilà, donc en fait ici, on a donc amassé 3 pièces en attaque. Les noirs ont une tour, une dame et un fou qui visent clairement l'aile roi. Donc il s'agit là simplement d'un coup direct qui va être un coup de détournement, un coup de déviation comme on dit aux échecs. Donc on va jouer tour G1 échec pour dévier le roi de la position F1 où il défendait la dame E2, et on empoche la dame avec dame E2, et là la partie est gagnée dans la foulée. Alors, essayons de voir un autre exemple. Ici, on voit clairement qu'il y a une défense organisée chez les noirs avec un fou qui défend une tour noire. Mais cette tour noire est aussi attaquée par la dame blanche. Donc, avec la même approche, on voit que dans cette position, la dame blanche située en H4 attaque la tour E7 qui est défendue par un seul défenseur. Est-ce qu'on n'a pas la possibilité d'éliminer ou d'échanger une pièce pour éliminer ce défenseur? Et là, il y a quelque chose de très direct qui mène à cet échange suivi de dame prend tour, et donc suivi du gain de la partie avec un avantage très important d'une pièce. Bon, voyons si je trouve encore un diagramme de ce type. Alors, je découvre ici quelque chose qui ressemble plus à une finale. Bon, la mécanique est exactement la même. Vous voyez que c'est au tour des noirs de jouer. Cette tour blanche en E4 est défendue par un défenseur qui est le fou G6. Est-ce qu'il y a une séquence directe pour éliminer le défenseur? Finalement oui, et en plus on le fait sur un échec, donc on génère une série automatique de coups, donc tour prend fou. Alors si on fait ici la défense avec la tour, en fait il y avait la possibilité de faire H5 prend tour G6, et on faisait tour prend tour E4 et on avait une tour de plus, on gagnait la partie. Ici la seule autre possibilité pour les blancs, c'est de couvrir le roi avec ce tour G4, mais enfin ça n'avance pas grand chose puisqu'on fait l'échange de tours et on se retrouve avec une finale. Voilà, on peut aussi éliminer, enfin c'est une finale gagnante à partir de là. La séquence de coups a été donnée. Voilà. Alors évidemment, il y aura beaucoup d'autres exemples qu'on pourra suivre en séance, mais voilà un petit échantillon, comme dans toute cette série de présentations thématiques, pour ce qui concerne l'attaque du défenseur. Alors, toujours s'adressant à un niveau intermédiaire, on va examiner ensemble quelques diagrammes sur le thème de l'attaque à la découverte. Alors, qu'est-ce que c'est que cette attaque à la découverte? Voici un premier diagramme. On voit ici, par exemple, que c'est le trait au blanc, c'est au blanc de jouer, et qu'il y a un vis-à-vis sur la diagonale A8, H1, entre les deux dames, qui est intercepté par une tour, en fait. Le seul obstacle à cette ligne entre les dames, c'est la tour qui se trouve en E4. Mais bon, donc on va conclure ici en faisant un tour E1, tour E8 échec. Et voilà que la dame noire est en prise, puisque la séquence était obligatoire, et on fait dame prend dame. Voyons un autre diagramme. Ici, on voit que la dame E4 est située au centre de l'échiquier. Par contre, le fou A3 est sans défense. Donc si on arrive à attaquer la dame E4 par un coup intermédiaire, et que la dame est obligée de se replier sans pouvoir venir en défense du fou noir, eh bien le fou noir sera perdu. Donc ici, on joue ça. Et même s'il y avait un meilleur retrait de la dame que la case F4, c'était imparable de prendre fou prend fou. Alors ici un échec
à la découverte encore plus directe, hein, puisqu'on va générer un mat en un coup. Vous voyez que finalement, entre le roi G1 et la tour A8, le seul obstacle, c'est le fou B1, mais il appartient au corps noir. Donc, si c'est le trait au noir, que si c'est au noir de jouer, vous voyez pratiquement que n'importe quel coup, enfin c'est surtout parce que les noirs sont sous échec, pardon. Donc, fou G6 gagne la partie, puisque du coup on couvre l'échec et en même temps on fait échec et mat. Alors, voyons un dernier exemple de diagramme avec une découverte. Ici, c'est au blanc de jouer. Et vous voyez que c'est immédiat, on est dans la même situation, des dames qui sont en vis-à-vis, qui sont simplement interceptées par ce fou en D5. Or, il existe un coup direct qui, en plus, génère une séquence automatique, puisque fou prend F7 échec, roi prend fou. Et la dame n'étant sans défense, on fait dame prend tour. Alors, s'adressant au niveau intermédiaire, on va aborder un échantillon de diagrammes sur le thème de l'attaque double. Donc voici un premier diagramme. L'attaque double, comme son nom l'indique, consiste en fait à créer deux menaces simultanément. Alors ça peut être l'attaque de deux pièces, mais ça peut être aussi une attaque d'une pièce et une attaque de mat. Alors ici, on voit que c'est assez direct. Comment générer ici une attaque double? Vous voyez que si on s'installe avec la dame en B4, on attaque à la fois la tour E1 et le pion B2 pour un dame prend B2 mat. Est-ce que la tour blanche peut se déplacer pour défendre le pion B2? Non. C'est donc une attaque imparable. Il n'y a pas de coup intermédiaire pour les blancs. Donc vous voyez qu'ici, l'effet est décisif. Alors, analysons cette nouvelle situation. Et bien là, on a vraiment un coup direct qui permet d'attaquer à la fois la tour et de mettre le roi noir en échec. Donc on gagne nettement une pièce par le simple coup cavalier C7 échec. Alors, les situations d'attaque double arrivent aussi dans des parties plausibles et des parties même de très haut niveau. Derrière ce diagramme, je vous présenterai justement une attaque double qui s'est faite à très haut niveau entre deux grands maîtres internationaux, de mémoire, Carlsen et l'italien dont j'ai oublié le nom. Donc ça passera tout de suite derrière ce diagramme. Alors ici, une attaque double, vous voyez, en fait, c'est la puissance du cavalier qui va se situer en case E3 pour faire à la fois un échec et prendre le fou en G2. Alors voyons un dernier exemple pour un échantillon sur une attaque double. Alors vous voyez la dispersion des pièces, c'est intéressant de regarder la structure des pièces noires. Tout se tient sauf ce cavalier. Le cavalier A7, vous voyez, en un clin d'œil, on s'aperçoit qu'il n'est défendu par aucune pièce. Et la diagonale A1, H8 est vraiment très ouverte, le roi noir est très peu protégé. Donc immédiatement, on a à la fois par la dame D4 une attaque double sur le cavalier A7 et la case G7 qui génère un dame G7 mat. Évidemment, si le cavalier noir joue, eh bien on fait dame G7 échec et mat. Alors pour vous montrer qu'une attaque double donc, peut très bien se réaliser à très haut niveau, hein, y compris entre des joueurs de niveau grand maître international. La preuve en est dans cette partie 2 du tournoi World Blitz 2017 qui réunit les plus grands joueurs de la planète. Et ici, en fait, c'est au tour de l'Indien Anand de réaliser une attaque double, donc simplement par le coup dame B8 échec. Dame B8 échec qui met le roi en échec et qui attaque la tour E5 qui n'est pas défendue. Donc, Anand gagne la partie ici sur une double attaque. Alors quand je vous disais que en fait, une attaque double peut très bien se produire à très haut niveau, il est quand même assez exceptionnel de voir, surtout dans la phase de milieu de partie, l'attaque double suivante qui a été donc infligée au grand maître chinois Yu Yangying par Magnus Carlsen lors d'un tournoi Blitz international au Qatar Chess en Master 2015. Donc, je vous laisse regarder un petit peu le diagramme. Vous voyez que en fait, Magnus Carlsen vient de jouer cavalier prend fou D3 échec. Enfin, vous ne le voyez pas, c'est pour ça que je vous le dis. Et donc, Yu Yangi, qui a les blancs, va faire dame prend cavalier. Et je
vous laisse deviner. Il y a ici un commentaire en anglais, hein, donc ne vous affolez pas. Je vous laisse deviner quel va être le coup qui est justement une double attaque. 3 rook e4, you can sort of catch it on a4. Let's just show this because nothing else to discuss. Like bishop g5, rook a4. Voilà la position. Après, dame prend cavalier. Et b4, a5. C'est ça. Mais je reviens juste un tout petit peu en arrière. Donc vous voyez que c'est le coup. Queen d3, rook e4. You can sort of catch it on a4. Let's just show this because nothing else. C'est le coup tour e4 donc qui va créer une double attaque des pièces cavalier a4 et fou f4. Else to discuss, like bishop. Ok, donc c'est ici hein, qu'il faut regarder, puisque ça peut générer encore sur le diagramme, il y a quelquefois un décalage hein, dans les transmissions des parties de tournois internationaux. Donc vous voyez, ça peut vraiment arriver à tout niveau. Alors concernant le niveau intermédiaire, nous allons maintenant présenter avec quelques diagrammes en échantillon le thème de l'interception. Alors qu'est-ce qu'on appelle l'interception? Ici on a un diagramme. Évaluons un petit peu la situation. On voit que c'est le trait au blanc, hein, c'est au blanc de jouer. Le roi noir se trouve vraiment confiné tout à l'extrémité de l'échiquier sur la case H8. Il n'a aucune case pour s'échapper, ni en H7 qui est contrôlé par le pion G6, ni en G8 qui est contrôlé par le fou A2. Donc en réalité, on aimerait bien pouvoir faire dame H2 échec et mat, mais on ne peut pas puisqu'il y a quand même la dame en B8, la dame noire, qui empêche cet échec et mat. Bon, l'interception va consister à entraver cette diagonale, à intercepter cette diagonale, en utilisant éventuellement une pièce. Ça peut être d'ailleurs une pièce, ça peut être le cavalier, et ça peut être un coup plus actif, car pourquoi pas faire une interception de cette diagonale tout en attaquant la dame. Ainsi on pourra réaliser notre échec, puisque sur fou ici, qu'est-ce que vont faire les noirs? En fait ils peuvent soit déplacer la dame, mais elle perd le contrôle de la diagonale noire, et donc elle n'empêchera plus de réaliser le mat en H2 par la dame blanche. Soit ce fou est pris par le pion F6, et c'est le même scénario. Le coup suivant pour les blancs sera dame H2, échec et mat. Alors voyons un autre diagramme. Voyons comment on peut intercepter. Je découvre ça aussi en même temps que vous. Alors là, c'est un très joli diagramme hein, qui ressemble presque à une étude. En fait, le roi, la première chose qu'il faut observer, le roi n'a aucune case de fuite. Toutes les cases sont contrôlées soit par la tour, soit par le cavalier, soit par le pion. Donc en réalité, il est déjà enfermé par des pièces mineures qui sont la tour, le fou, E2 et le cavalier C1. Un coup intéressant serait d'enfermer le roi et de ne laisser aucune case de fuite, mais l'interception ici ça va être le coup tour des deux échecs, puisque d'accord le fou prend la tour, mais ici on a cavalier B2 mat, puisque la case C2 est privée au roi blanc et que le roi blanc est complètement encerclé par ses propres pièces. Alors, voyons ici un autre diagramme. Qu'est-ce qu'on observe en fait? On a une grande diagonale sur laquelle se trouve le fou d'attaque C6, une tour F3 clouée et un roi en H1. Actuellement, si on regarde des coups directs, on ne peut pas les faire comme dame prend F1 échec puisqu'il est soutenu par le fou. La tour est soutenue par le fou H3. En fait, on voit bien que la case clé, c'est la case F3. Tout se joue autour de ce clouage. Donc j'essaie de penser à voix haute pour vous dire un peu comment se dénoue l'idée du coup qui va faire interception. Alors le fou risque d'être en surcharge si on intercepte ici avec un tour G4, puisque si fou prend tour, il n'est plus en défense de la tour F1. Donc on a dame prend tour F1, échec et mat ici. Et si c'était la dame qui prenait, on prenait F5, prend dame G4. Donc on gagne la partie. Donc voilà un exemple intéressant de coup d'interception.
Alors, toujours s'adressant au niveau intermédiaire, on va se pencher maintenant sur quelques diagrammes qui concernent le thème la promotion du pion. Alors voici un premier diagramme. On voit qu'on a un pion blanc assez avancé sur la case C6. C'est au blanc de jouer et toute la pression va être exercée pour essayer d'avancer encore davantage ce pion et de menacer de l'amener à promotion. Donc ici on voit bien qu'il y a une dame noire qui joue le rôle de bloqueur en fait, qui bloque l'avancée du pion en la case C7. Donc une idée logique serait de la détourner de la case C7 pour l'empêcher de bloquer la promotion du pion. Ici on peut payer le prix cher, quitte à donner la dame, dame contre tour, suivi de C7 sera suffisant pour gagner la partie. Voyons un autre diagramme. Alors ici on voit aussi que c'est dans cette position au blanc de jouer. On a d'ailleurs dans la même situation un pion en C6. On voit qu'il est inutile de l'avancer en C7, il serait pris par la tour E7. Donc il y a non pas ici un bloqueur, mais un empêcheur d'avancer vers la promotion. On voit que le cavalier F8 n'a pas de possibilité d'aller sur la case D7. Il pourrait lui-même ralentir l'avancée du pion en venant sur la case E6, bien qu'il y ait des échanges qui puissent ensuite simplifier la position, mais ce serait une possibilité. En réalité, il y a beaucoup plus direct ici, c'est d'éliminer justement le défenseur. C'est la même idée. Pour atteindre l'objectif de promotion du pion blanc, on va éliminer le défenseur avec un coup direct. Alors ça peut être d'ailleurs tour prend F7. Ici la tour est clouée, donc on peut même se permettre de prendre un temps et de jouer C7. La tour étant clouée ne pourra pas jouer. Et le cavalier n'aura aucun dégagement qui permet d'arrêter la promotion en C8. Donc ici, par exemple, le coup gagnant. Alors, voyons un troisième exemple que je découvre en même temps que vous. Donc ici, le roi et la tour sont calés au fond de l'échiquier sur la ligne 1. C'est au noir de jouer. On peut envisager des coups candidats, c'est que je nommerai des coups candidats lorsqu'on abordera des cours pour le niveau supérieur, je parlerai de coups candidats. Alors, ici on pourrait envisager tour prend cavalier. Mais je pense que ça suffit. Alors, tour prend cavalier, échec, roi prend tour, suivi du pion E2. Puisque d'une part, on attaque la tour D1, s'il est clair que si elle reste immobile, on va faire pion prend tour D1 avec promotion dame. Et on menace de faire une promotion en E1 et les blancs seront obligés de sacrifier leur tour contre le pion, ce qui fait qu'on se retrouvera pour les noirs dans une finale avec deux pièces mineures contre une, donc une finale gagnante. Donc voyons, voilà, et ici on va vers la promotion. Alors pour vous montrer que le gain d'une partie par la promotion d'un pion n'arrive pas qu'à des débutants ou des joueurs de niveau intermédiaire, mais qu'il peut se produire vraiment à très haut niveau, j'ai trouvé cette partie donc, qui a eu lieu dans le World Cup 2017 qui réunit aussi c'est un grand tournoi FIDE qui réunit les plus grands joueurs actuels sur la planète. Et voilà une partie donc, qui oppose Magnus Carlsen à Buk Zhangzi. Et je crois que Magnus Carlsen se souviendra longtemps de cette partie. C'est quand même très rare de le voir perdre en 36 coups avec les blancs. Donc ici, qu'est-ce qui s'est passé? Pour essayer de se dégager, Magnus Carlsen vient de jouer cavalier F3. Et là, un très joli coup qui exploite totalement la fonction du pion, la double fonction en fait de promotion et de prise sur le côté. Le joueur chinois Buk Zhangzi va jouer tour G1 échec. Donc qu'est-ce qui se passe? Sur cavalier prend tour, les noirs vont jouer H2 avec la double menace de prendre le cavalier et une promotion
sur la case G1 ou de faire dame et une promotion sur la case H1. Les blancs n'ont aucun recours contre cette menace et évidemment Magnus Carlsen abandonne la partie à ce moment sous la double menace de la promotion du pion. Alors toujours s'adressant au niveau intermédiaire, on va aborder dans ces séances Skype aussi le thème du clouage. Donc voyons toujours un petit échantillon à travers quelques diagrammes. Voici un premier diagramme. Qu'est-ce qu'on appelle un clouage? En fait, on cloue un pion ou une pièce lorsque celui-ci ne peut pas changer de position sans détériorer la position initiale, hein, c'est-à-dire ou bien il ne peut pas bouger parce qu'il y aurait une perte de pièces ou une perte de matériel qui conduit à une perte toute courte de la partie, ou bien il ne peut pas bouger parce qu'il y aurait un roi en échec. Dans ce cas-là, quand il y a un clouage parce qu'il y a un roi qui est en échec, il y a vraiment une immobilisation du règlement. En fait, on ne peut pas bouger une pièce si on se met en échec. Par contre, on peut aussi avoir un clouage si on a une perte matérielle. Et là, c'est un clouage où, lorsqu'on reprend parce qu'on est cloué, on peut avoir une perte matérielle et là, c'est autorisé. Par exemple, ici, concrètement, nous avons la case du cavalier en D3. Nous avons un vis-à-vis des fous sur la diagonale G1 à 7. On peut considérer que le pion C5 est cloué. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut être tenté de prendre ici et de prendre le fou. En fait, ça suffit pour avoir une finale gagnante. Donc, on peut considérer dans cette position que le pion C5 était cloué. Voyons un autre diagramme. Alors, clairement, on voit que la dame en C3 est en très mauvaise position. Elle se trouve sur une diagonale constituée par la case E1 et la case C3. Or, c'est au trait noir. Les noirs jouent fou B4. Fou B4 qui est soutenu par le cavalier C6 et qui cloue la dame. La dame ne peut pas fuir sur la case B3 par exemple, puisque comme on vient de dire, le roi sera en échec, donc le dame en B3 est un coup interdit. Donc elle est obligée d'être perdue en échange d'un fou. Dame contre fou, l'échange n'est pas vraiment à la faveur des blancs. Donc voilà, un coup gagnant, fou B4, clouant la dame. Voyons un autre exemple. Alors, ce diagramme, je le découvre en même temps que vous, c'est très au blanc. Oui, alors c'est un schéma classique hein, qui peut se produire tout à fait de façon plausible hein, dans les parties réelles. C'est le fameux clouage du pion G7. Donc ici, on voit bien qu'il y a une menace d'échec et mat quand on joue fou G7. Et finalement, avec ce coup, évidemment, les noirs peuvent libérer, disons, parer l'attaque immédiate, mais sont obligés de sacrifier leur tour pour le fou, ce qui s'appelle en fait la qualité. Hein. Quand on donne une tour pour un fou, on appelle ça perdre la qualité. Voilà. Donc ici, il y aurait ce coup de gain de la qualité. Oui. Voilà. Alors, on peut aussi considérer d'autres coups qui sont des coups plus offensifs, qui obligeraient la tour à bouger, et on peut venir ensuite ici pour menacer un mat G7. Hein. C'est quand même encore plus fracassant et encore plus direct. Alors toujours pour illustrer le thème du clouage et pour vous montrer que ça n'arrive pas seulement aux débutants et au niveau intermédiaire, hein, voilà la fin d'une partie donc, qui s'est jouée dans le tournoi de Blitz, le championnat de World Blitz Championship 2017, et qui oppose le russe Demchenko Anton à l'indien Visnastan Anand. Donc Anand vient de jouer cavalier F4 échec. Le russe joue roi D2 et là, quand vous serez en arrêt sur image, vous pouvez essayer de trouver vous-même le clouage. Vous vous souvenez que le clouage consiste à immobiliser une pièce qui ne veut plus jouer. Et là, en l'occurrence, sur la colonne D, il s'agira d'un clouage avec interdiction au cavalier de bouger. Et évidemment, c'est ce qui va se passer avec le mouvement de tour en D8. Donc, voilà ce que va jouer Anand et
le joueur russe va abandonner le cavalier blanc et cloué, le cavalier D6 ne peut pas jouer. Alors on pourrait penser qu'il pourrait être défendu, la tour ne peut pas venir en secours, elle ne peut pas venir en C6, elle est sous la prise du pion B7. Et le cavalier blanc ici ne peut pas venir en secours du cavalier D6, puisque si cavalier F5, alors fou prend F5, et le cavalier blanc D6 est toujours cloué. Il ne peut pas non plus s'aventurer ici. Pourquoi? Parce que si cavalier E va en C4, alors on joue fou prend cavalier C4, et donc ensuite tour prend fou, et donc tour prend cavalier. On a gagné une pièce et donc la partie. Alors s'adressant toujours à un niveau intermédiaire, on va maintenant aborder le thème de l'enfilade, qui est un thème courant et plausible dans les parties qui se déroulent en temps réel. Donc voici un premier diagramme d'exemple sur cet échantillon qui concerne l'enfilade. Donc l'enfilade en fait consiste à jouer un coup qui va menacer deux pièces en même temps, puisqu'elles sont sur le même rayon d'action. Ça peut être une ligne, une colonne ou une diagonale. Donc clairement ici, pour donner un exemple d'enfilade, vous voyez que si on joue dame prend H7, échec, on a derrière le roi la dame C7 noire qui est absolument pas défendue et qui est perdue puisqu'elle était en enfilade sur la ligne 7. Voyons un autre exemple pour illustrer l'enfilade. Ici, on voit tout de suite que la dame et le roi sont sur une diagonale offerte au fou blanc en fait. Donc ici, on voit clairement que l'enfilade, ça va consister à faire fou G2 échec, obligeant le roi à bouger, puisque aucune pièce ne peut venir intercepter et se placer en travers de la diagonale. Et évidemment, on prend fou prend dame. Ici, on va avoir une enfilade. On voit aussitôt, vu la puissance de feu d'action des fous sur les diagonales, on voit tout de suite que si un roi et une tour sont disposés de cette façon, le premier coup qui vient à l'esprit, c'est d'attaquer par un échec au roi, et vous voyez que le roi ne peut même pas venir en défense de sa tour en venant se mettre sur la case D1, puisque la case D1 est contrôlée par le roi, le fou G4, et ici, fou prend tour. Voyons un autre exemple d'enfilade. Vous voyez que tous les exemples ici sont donc des exemples d'attaque de fou sur des diagonales. Et ici, voilà. Alors, s'adressant toujours au niveau intermédiaire, on va aborder maintenant un dernier thème de l'échantillonnage complet que nous aborderons dans nos séances Skype, qui est le thème de l'attraction. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? Nous allons voir un échantillon de quelques diagrammes, et voici un premier diagramme. L'attraction consiste en fait à attirer l'adversaire vers une certaine case, que ce soit au prix d'un sacrifice ou d'un échec. Ici, par exemple, c'est au blanc de jouer. On voit la position relative du roi noir, de la dame noire et de la dame blanche et du cavalier. En fait, ce sont les pièces essentielles dans la petite manœuvre d'attraction qu'on va faire maintenant et qui va nous permettre de gagner une pièce. Alors on a à la fois la réalisation d'une attraction parce qu'on attire le roi vers le centre avec cet échange de dame contre cavalier, mais c'est évidemment pour porter le coup décisif qui est ce qu'on appelle aussi une fourchette, puisqu'on attaque à la fois le roi et la dame. Donc échec au roi, le roi joue et ensuite on gagne la dame, on a gagné une pièce, donc la partie. Alors découvrons ici l'attraction, c'est au noir de jouer. Oui, donc on va effectivement attirer le roi dans la colonne G pour le soumettre à l'échec de la tour, tout en faisant un échec à la découverte qui va permettre de gagner la dame. Donc comment ça va se situer ici? Dame prend G2 échec, roi prend tour, dame pardon, obligatoire, et ici cavalier F5 échec. La dame est perdue, le roi est obligé de jouer au prochain tour. Le cavalier F5 fait cavalier prend dame.
voyons un nouveau diagramme d'attraction. C'est au noir de jouer. Et vous voyez qu'on est un peu dans la même situation que le premier, je le découvre en même temps que vous. Vu la situation relative du roi, de la dame, du cavalier, de la dame noire et du cavalier noir, il est clair qu'il y a ici disons une case d'attraction, la case F3, et donc on va commencer par un dame prend cavalier, suivi un cavalier F3 échec. Avec ceci de notable, c'est que après, une fois que le roi a joué, eh bien on va faire cavalier prend dame, et on a donc gagné une pièce par cette petite combinaison en 2 coups. Voilà donc ce qu'on appelle l'attraction. On force le positionnement d'une pièce à une certaine case pour pouvoir placer un coup décisif. Alors s'agissant du public de niveau expérimenté, nous aborderons la théorie et la pédagogie d'Alexandre Kotov à travers notamment les notions de coup candidat qu'il a expliqué dans plusieurs ouvrages célèbres. Les coups candidats, donc les arbres de choix, la méthode d'analyse. Et les questions à se poser lorsqu'on est à décider d'un coup, comme de quel type est la structure de pion, qu'est-ce qui va et ne va pas dans la position, que veut faire mon adversaire, quelles pièces échanger et lesquelles garder, de quel côté dois-je développer le jeu, quelle est ma position idéale. Et encore, comment faire un pas dans la bonne direction, quels sont les coups à considérer de plus près. On va voir aussi, lors de ces séances, l'importance d'un plan, l'importance d'une stratégie, à travers la recherche de la construction d'une combinaison, en envisageant la position par une approche de vue d'ensemble, d'analyse de la position, de recherche du coup, du calcul des variantes, et notamment comment aborder la construction d'une analyse. Là encore, on reprendra les principes de base énoncés par Alexandre Kotov. Dans la construction d'une analyse, il y met aussi bien l'analyse dans l'ordre des coups hyperdynamiques, les coups dynamiques, les coups statiques. Commencer aussi les calculs jusqu'à une position qui admet plusieurs répliques, et prendre du recul et se concentrer au moins 30 secondes sur l'emplacement exact de toutes les pièces. Enfin, continuer les calculs. Ici se termine donc cette présentation longue que j'ai essayé le plus complète possible. Et surtout, n'oubliez pas, ô vénérables futurs gladiateurs combatifs de tous bords, la maxime du champion français Xavier Tartacover, celui qui prend des risques peut perdre, celui qui n'en prend pas perd toujours.